Europe 1, édition spéciale. Avec nos experts, avec nos spécialistes, avec nos invités, le docteur Gérald Kierzek nous a rejoint ce matin. Bonjour docteur. On va revenir bien sûr sur le bilan humain dramatique de cet attentat. 80 morts, à l'heure où nous parlons, 18 personnes dans un état grave, entre la vie et la mort. De quelles blessures peuvent souffrir les blessés dont nous parlons? Alors, on est face à des polytraumatisés, c'est-à-dire que c'est comparable à des blessures lors d'un accident d'autobus, un accident de voiture, un piéton percuté par un véhicule à plusieurs dizaines de kilomètres/heure. Ce sont des polytraumatismes avec des blessures au niveau du bassin, au niveau de l'abdomen et du thorax, et donc des hémorragies internes qui peuvent rapidement mettre en jeu le pronostic vital. On l'a vu avec ces 80 victimes et ces urgences absolues qu'il va falloir stabiliser avec mes collègues réanimateurs chirurgiens qui sont en train de travailler, probablement en train d'opérer à Nice, et puis toutes les autres victimes qui sont des urgences relatives parce qu'il s'agit probablement de fractures. Et on parle là de dizaines et de dizaines de blessés. Probablement, et qu'il va falloir prendre en charge là aussi dans les heures qui viennent et dans les jours qui viennent. Et on l'a vu malheureusement avec l'expérience des attentats de Paris. On sait que les hôpitaux travaillent et les équipes travaillent plusieurs jours et plusieurs semaines après pour prendre en charge notamment les fractures. Et on imagine bien que dans ce cadre de traumatisme, il y a des gens avec plusieurs fractures qu'il va falloir opérer. Donc les chirurgiens vont travailler encore pendant plusieurs semaines. Il est probable aussi que parmi les victimes, et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'enfants, il est probable qu'il y ait des victimes indirectes, c'est-à-dire le mouvement de foule, la panique qui a provoqué un piétinement, et on imagine que les plus faibles, les enfants, aient pu être piétinés par la foule, affolés par ce mouvement de panique, et donc ça a rajouté là aussi et ça a alourdi le bilan. Justement, il y a de nombreuses jeunes victimes. On n'a pas le bilan, le décompte, le triste et macabre décompte encore, mais beaucoup d'enfants figurent parmi les victimes, les morts peut-être, les blessés sûrement. Oui, c'est probablement une des explications. C'est-à-dire qu'on imagine bien le camion qui fonce sur la foule avec des blessés qui sont des blessés directs, des polytraumatisés directs, adultes ou enfants. Mais on imagine bien dans un deuxième temps, et on le saura malheureusement quand il y aura ce triste décompte, on saura quelles sont les victimes indirectes, c'est-à-dire des enfants qui ont probablement échappé et on imagine dans ce mouvement où tout le monde courait pour s'échapper dans cet instinct de survie, on imagine des enfants qui ont pu échapper, lâcher la main des parents et qui malheureusement ont été piétinés par la foule avec un autre type de blessure, ou même des enfants qui ont pu périr d'asphyxie, piétinés avec la cage thoracique, où on voit des enfants qui sont notamment à l'hôpital qui ont été reçus avec des traumatismes crâniens. Donc on voit que c'est un autre type de blessure, ce qu'on pourrait appeler un suraccident ou des survictimes. Docteur Kierzek, restez avec nous. Une information de dernière minute, l'émotion dans le monde entier après cet attentat à Nice. Le 11e sommet Europe-Asie qui s'est ouvert aujourd'hui à Oulan-Bator est endeuillé. Bien sûr, la réunion s'est ouverte par une minute de silence aux victimes de l'attentat. C'est un jour triste pour la France, pour l'Europe, pour nous tous ici en Mongolie, a déclaré le président du Conseil européen, Donald Tusk. En ligne avec nous ce matin, Frédéric Gallois, l'ancien patron du GIGN. Bonjour Monsieur Gallois. Bonjour. Revenons sur les circonstances de ce dramatique attentat. Il y a une antenne du RAID à Nice, une autre à Marseille. Nous sommes en état d'urgence un 14 juillet. Pourquoi ces hommes, pourquoi ces soldats d'élite n'étaient pas sur place? Écoutez, je pense qu'il y avait un déploiement sur les points sensibles de toutes ces forces, mais hélas, ce qu'il faut constater, c'est la caractéristique du mode opératoire qui est extrêmement difficile à contrer. Évidemment, des véhicules qui circulent, des fouilles, il y en a partout en France le jour du 14 juillet. Et c'est toute la complexité de ce mode d'action qui est, je le rappelle, connu. L'année dernière en Israël, il y a eu environ une 50aine d'attaques à ce qu'on appelle les véhicules béliers. Donc c'est quelque chose qui est connu, mais qui est quand même une nouveauté, hélas, pour la France. C'est un mode opératoire, il faut le rappeler aussi, qui correspond aux consignes de l'État islamique. Parce que c'est un mode d'action qu'on appelle de substitution, c'est-à-dire à défaut d'armes lourdes, à défaut d'explosifs, l'État islamique explique qu'il faut utiliser ces véhicules pour essayer d'écraser le maximum de victimes. Frédéric Gallois, on va revenir sur le mode opératoire si vous voulez dans un instant, mais je reviens à ma question. Le RAID est arrivé sur place après l'attentat. Je vous repose cette question. Est-ce qu'il n'aurait pas été normal qu'un 14 juillet, sur la promenade des Anglais à Nice, il n'y ait pas des forces spéciales en prévision d'une telle frappe terroriste? Écoutez, je ne connais pas le déploiement des forces d'intervention, mais il n'est pas
si vous voulez, opérationnellement cohérent de déployer et de ventiler ces forces d'intervention qui sont là pour agir dès le déclenchement d'une opération. C'est des unités qui travaillent de manière collective et qui se déploient à partir du moment où il y a un commencement d'exécution. Or, on sait que ce genre d'actions ne peuvent être contrées que par les primos intervenants, si vous voulez, les policiers ou les gendarmes qui sont en mission de sécurité publique, et d'ailleurs c'est exactement ce qui s'est passé, oui, puisqu'il s'agit de quelques secondes, c'est-à-dire que ce sont les premiers policiers ou les premiers gendarmes qui sont au contact qui vont pouvoir faire cesser l'action. Ce n'est pas des unités d'intervention, vous voyez, parce que ça va se jouer sur quelques dizaines de secondes ou quelques minutes uniquement, qui ne permettent pas évidemment l'envoi et le déploiement des forces d'intervention. Donc c'est vraiment le travail, et c'est ce qui a consisté ces derniers mois, à justement essayer de durcir la capacité de riposte des primos intervenants, c'est-à-dire des policiers de sécurité publique qui sont pour le coup déployés partout sur les événements du type du 14 juillet. Et en appui de ce que vous nous dites, on a vu effectivement ces images de ces primo-intervenants, comme vous le dites, de ces policiers locaux qui ont tiré sur le chauffeur, Absolument. Qui ont couru même à côté du camion pour essayer de l'arrêter. Je reviens sur le mode opératoire du terroriste, du chauffeur. Est-ce que ce drame n'était pas évitable avec ce mode opératoire-là? Comment ce camion a pu s'engager sur la promenade des Anglais, qui était fermée à la circulation, évidemment pour le feu d'artifice? Il n'y a pas de barrage. Écoutez, l'enquête va le dire. Est-ce qu'il y a eu des failles dans le dispositif de contrôle, de jalonnement et de protection de la foule? Ça, l'enquête le dira, mais il faut le reconnaître, hélas, que ces modes d'action de substitution, c'est extrêmement difficile à contrer, parce que ça aurait pas été ici, ça aurait été ailleurs, il faut l'avouer. En France, vous avez des milliers de rassemblements, et c'est ce qu'on appelle la protection des cibles molles, qui par définition est difficile. Les terroristes, justement, agissent de manière protéiforme, de manière imprévisible, et vont s'adapter au dispositif de sécurité. Donc si vous aviez mis quelque part des barriérages ou des protections fortes, évidemment, il aurait pu attaquer dans une rue, il aurait pu attaquer dans un restaurant, il aurait pu attaquer ailleurs, et c'est tout le défi que nous lance ces capacités et ces modes opératoires rustiques, et qui finalement sont extrêmement difficiles à contrer. Cette nuit, à 3h45, dans cette allocution solennelle depuis l'Élysée, François Hollande a annoncé qu'il allait faire appel à la réserve opérationnelle. En quoi ça consiste exactement ? Cela va permettre, si vous voulez, de soulager les forces de sécurité publique en déployant des policiers ou des anciens gendarmes ou des anciens militaires qui sont aujourd'hui dans la réserve et qui font un certain nombre de jours dans l'année, mais qui vont être probablement concentrés sur les prochaines semaines. Vous savez qu'un réserviste peut faire jusqu'à, je crois, 90 jours d'engagement dans l'année, et on peut monter en puissance sur les jours qui peuvent être utilisés par l'administration. Donc, probablement dans les semaines à venir, un effort extrêmement important pour monter en puissance ces réservistes, qui vont certainement compléter, voire soulager des forces de sécurité qui vont à nouveau être très engagées dans les mois à venir. On sait que le raid est arrivé sur place peu après l'attentat. Le chauffeur, le terroriste, avait été abattu, tué. Quelle est la mission des forces d'élite après ce moment? Est-ce qu'il s'agit d'une sécurisation de la zone? Il s'agit pour ces forces d'intervention d'être capable, en cas de deuxième événement, d'agir aussitôt et au plus vite. Donc c'est un rapprochement évidemment sur les points névralgiques, sur les rassemblements de foule, sur les déplacements des autorités qui vont avoir aussi lieu aujourd'hui, et la sécurisation de toute l'opération médicale qui est en cours, probablement un corps, et de constatation d'ailleurs légale, qui va avoir lieu sur la voie publique. Donc c'est un renfort, mais encore une fois, qui va se déployer, qui va donner toute sa capacité s'il devait se passer quelque chose. Frédéric Gallois, vous êtes un spécialiste de la sécurité. Aujourd'hui, est-ce que les Français doivent avoir peur? On a le sentiment que la terreur, la mort peut frapper n'importe où, n'importe quand. Mais c'est l'objectif des terroristes. Et c'est tout le drame qui se rajoute au deuil des victimes. C'est-à-dire c'est la terreur. Le terroriste, dans le mot terrorisme, il y a bien le mot terroriser. Et c'est toute je dirais quelque part, la réussite de ce genre d'opération d'un point de vue des terroristes, parce que c'est extrêmement anxiogène
pour des populations demain qui vont se retrouver et qui vont évidemment tous avoir en tête l'idée qu'on est vulnérable à partir du moment où on est en foule, on est dans un magasin, on est dans un lieu de rencontre, etc. Mais je crois qu'il faut faire appel à notre capacité de résilience. C'est une crise, il faut la traverser courageusement et il faut continuer évidemment à avoir en tête que le danger est là, mais qu'il faut continuer à vivre. Merci beaucoup Frédéric Gallois. Je rappelle que vous êtes l'ancien patron du GIGN, actuellement vice-président de Galis Security. Docteur Gérald Kierzek, revenons aux victimes. Est-ce que le dispositif hospitalier de santé est suffisant dans la région de Nice pour traiter un tel drame? Je le rappelle, 80 morts, des dizaines de blessés. Oui, alors probablement le plan blanc a été déclenché, c'est-à-dire quand les capacités quotidiennes hospitalières sont dépassées par un nombre de victimes important. Il y a le plan Orsec, Novi, nombreuses victimes qui est déclenché pour le préhospitalier. On a vu les pompiers, on a vu les associatifs, on a vu le SAMU. Ça, c'est pour laisser un peu de temps, dispatcher les victimes, les trier, les urgences absolues, les urgences relatives, et laisser un peu de temps de préparation aux hôpitaux. Et là, c'est le deuxième plan, c'est le plan blanc qui est déclenché avec les capacités hospitalières qui sont augmentées. C'est-à-dire qu'on arrête les blocs opératoires pour pouvoir laisser la place et les capacités aux chirurgiens notamment de prendre en charge les urgences qui arriveraient. Donc il est probable qu'il n'y a pas que Nice, il y a aussi toute la région, mais il est probable que vu le nombre de blessés, les hôpitaux suffisent. En tout cas, si les hôpitaux de Nice ne suffisent pas, il y a toute la zone et toute la région qui va être mobilisée, et c'est aussi l'objectif de ce plan blanc. Et j'allais dire un peu comme la sécurité, comme le disait l'interlocuteur précédemment, il est impossible d'anticiper tous les types d'attaques ou de parer tous les types d'attaques. En revanche, on peut imaginer un certain nombre de choses et on peut anticiper ou se préparer, et c'est ce qu'on fait depuis des mois, voire des années. C'est ce que font les collègues probablement à Nice, c'est ce que font tous les collègues de province et nous aussi à Paris, c'est-à-dire qu'on a des plans de secours. Le plan blanc fait partie, mais ce sont des plans de préparation, des simulations, des exercices également, qui permettent d'avoir, le jour où il y a un événement, une réaction la plus appropriée possible, en coordination avec les équipes de sécurité, parce que ça a été dit là aussi, c'est fondamental d'avoir une sécurisation des lieux avant d'engager des équipes de secours. Merci docteur Kierzek.